Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Au cœur de la mêlée, pour revenir sur toute l'actualité rugby du week-end, bien sûr avec vous, au 0826 300 300, avec toute l'équipe Sud Radio qui est réunie. On est heureux d'accueillir autour du micro Sud Radio Philippe Spanghero. Salut Philippe. Salut François, bonsoir à tous. Et Johan Huget, bien sûr, qui est là, notre... Bonjour messieurs. Oui, notre consultant, notre star, Johan, ça va? Ah oui, n'ayons pas peur des mots. Ça commence fort, monsieur, bravo. Ouais, mais bien sûr, on est là pour y aller fort, bien sûr, et puis toute l'équipe est là. Il y a Alexandre Priam, Quentin Cabanis, Clément Combe et Enzo Lefort qui est là, bien sûr. Le fort Enzo Lefort. On a un Jacquet. On a un vice-champion olympique avec nous. Le fort, après, c'est fort. Ça m'est sorti, parfois il y a des trucs qui après, il peut qui se venir s'il connectent a sa mal. médaille, on l'accueille, mais je suis pas sûr que lui ait une médaille. Voilà, ça m'est sorti comme ça. Enzo est avec nous en tout cas. 0826 300 300, vous êtes les bienvenus, bien sûr. On va rappeler, Alexandre, s'il te plaît, les résultats de cette 10e journée du top 14. On a vu quelques bonus, on a vu quelques essais, on a vu quand même de belles choses. Très belle chose avec le bonus offensif de Toulon face à Bayonne, 39-19. Le bonus offensif aussi de Montpellier face à Pau, 30-3. Le bonus offensif aussi de Toulouse face à Perpignan, 41-9. Pas de bonus offensif pour Clermont à Lyon, mais victoire quand même, 30-22 de l'ASM, première victoire à l'extérieur de la saison. Et puis le succès un peu en demi-teinte de Castres face à La Rochelle, une magnifique première période et une deuxième période très compliquée, 28-24 face au Maritime de Ronan O'Gara. Voilà, avec les conséquences au classement que l'on peut peut-être donner, puisque Toulouse a fait une bonne opération et met la pression sur l'UBB qui joue ce soir. Ouais, l'UBB de toute façon ne pourra pas récupérer cette première place puisqu'il y a 6 points d'écart entre les deux équipes. L'UBB deuxième qui affrontera Vannes ce soir. Troisième La Rochelle 28 points. Quatrième Toulon 28 points. Cinquième Castres 27 unités comme Clermont qui est sixième. Bayonne 26 points. Septième position. Huitième position pour le Racing qui jouera demain face au Stade Français 22 points. Neuvième Montpellier 20 points. Dixième Perpignan 19 points. Lyon 11e avec 18 unités. Pau 15 points. Et puis les deux derniers n'ont pas encore joué dans cette 10e journée, c'est le Stade Français 14 points 13e place et Vannes 11 points seulement pour la lanterne rouge de ce classement, mais qui peut remonter au classement en cas de succès ce soir face à l'UBB. On est complet, on fait réagir bien sûr Johan et Philippe dans un instant. Le temps quand même de vous donner quelques résultats internationaux. Il y a des matchs en cours. Clément Combe suit tout ça parce que c'est vrai que la tournée, elle s'est terminée pour les Français hier soir, mais elle continue encore aujourd'hui. Oui, il y a eu la victoire en début d'après-midi, la courte victoire des États-Unis sur l'Espagne 26-23. L'Irlande a déroulé sur les Fidji 52-17. La sélection de David Girard, la Roumanie a perdu de 2 petits points seulement face à l'Uruguay, 23-21, c'était serré jusqu'au bout. Et l'Afrique du Sud est en train de dérouler 3 essais en 20 minutes, 19-0 déjà. Si vous voulez un résultat un petit peu plus exotique, la Croatie a battu la Lituanie 32-23. Ah oui, ça il fallait le dire et c'est pour ça qu'on est complet. On va tout de suite revenir sur notre top 14, cette 10e journée, ce retour et voilà peut-être Johan Huget. Oui. Est-ce que tu as bien pu te replonger dans le top 14 qu'on avait quitté pendant 2 semaines pour la fenêtre internationale? Il fallait, hein. On a été comme les équipes, mi-figue, mi-raisin un peu, des premières mi-temps hachées, c'était pas construit, c'était compliqué de se remettre dedans. Avec cette victoire de Clermont sur la pelouse de Lyon qui était assez surprenante, mais qui a maîtrisé totalement son sujet, qui n'a pas volé sa victoire. Donc voilà, et puis Toulouse qui réagit aussi sur sa pelouse avec beaucoup de blessés, avec beaucoup de jeunes qui ont fait leur première apparition, donc c'est de bon augure pour la suite. Et voilà, La Rochelle qui toujours un peu de mal à l'extérieur, mais une très belle deuxième mi-temps qui laisse prévoir de belles choses pour eux. Voilà, on va bien sûr développer tout ça ensemble avec vous au 0826 300 300. Philippe Spanghero, toi tu retiens quel résultat là D'abord, est-ce que tu as eu du mal toi à te remettre aussi dans le top 14 comme le soulignait un peu Johan ou pas? Alors, du mal à m'y remettre, non, mais c'est vrai que, comme le dit Johan, c'était pas la journée qu'on a préférée. On a laissé ce top 14 avant cette trêve avec du volume de jeu, beaucoup d'essais, puis des automatismes qui commençaient à être pris par les équipes. Là, il faut reprendre quelques automatismes et quelques habitudes, on l'a senti. Moi, je retiens surtout la victoire de Montpellier parce que
pour la première fois peut-être depuis plus d'un an, c'est sûr, et plus d'une saison, Montpellier se sort un peu, s'enlève l'épée de Damoclès au-dessus de la tête par sa victoire bonifiée contre Pau. Et Pau, à l'inverse, en fonction des résultats du Stade Français et de Vannes, se met sous pression sérieusement. Donc c'est le match que je retiens qui a été important sur le point comptable pour les deux équipes. Avec un scénario un petit peu atypique, c'était pas le match de l'année non plus en termes de qualité, mais les Montpelliérains sont allés chercher ce 3e essai synonyme de bonus offensif après la sirène. Ça dit aussi quand même, 84e. ça dit aussi quand même qu'il y a un peu de caractère, parce qu'on a tendance toujours à les réduire à une équipe, on va dire entre guillemets de mercenaires ou qui n'a pas d'âme. Là, il en faut un peu quand même pour aller chercher ce bonus à ce moment-là. Oui, justement, c'est pour ça aussi que je retiens ce match, parce qu'en effet, ce point de plus là de bonus qui leur a échappé plusieurs fois à domicile, alors qu'ils avaient créé les conditions, mais ils ont su aller le chercher aujourd'hui au caractère. Je pense que ça fait quand même un petit moment que Montpellier nous montre que c'est plus cette équipe de mercenaires. Ils ont des difficultés parce qu'on sent que la confiance n'est pas encore tout à fait là, et que dès que ça se délite un peu dans leur jeu, ils ont du mal à raccrocher. Mais par contre, on voit qu'il y a une volonté collective quand même de s'en sortir. Et donc là aujourd'hui ils ont su aller chercher ce bonus offensif qu'ils n'ont pas su aller chercher au début de saison avant cette trêve, et qui leur fait du bien. Ils sont à 20 points ce soir avec le dernier Vannes qui pour l'instant est à 11, le Stade Français à 14, et donc pour la première fois, je le répète, depuis longtemps, ils s'enlèvent la menace vraiment du bas du tableau. Johan, un nouveau souffle pour le MHR? Ah oui, clairement, mais on l'avait pressenti un peu. Ils sont passés de justesse, cette victoire à Castres. Ils perdent 2 points. Voilà, on sentait qu'il y avait quelque chose qui se mettait en marche. Il fallait peut-être cette petite pause pour qu'ils puissent se régénérer. Et là, on les a sentis avec plein d'envie. Et voilà, puis travailler c'est la 3e victoire. Donc, travailler dans la continuité, dans le positif, ça sera très bien pour ce collectif qui est dans le dur depuis maintenant 1 an et demi. Et avec un effectif plutôt stable, quand on n'a pas les internationaux pris, voilà, on peut travailler aussi dans une forme de quiétude. Bien sûr, c'est pour ça que ça a été bénéfique pour eux, je pense, cette trêve, déjà pour se régénérer, partir en vacances et puis travailler avec tout son collectif. Ça a pas de prix pour un club, pour le staff. Donc c'était de bon augure de les retrouver. Et ils ont montré de très belles choses aujourd'hui collectivement. Alexandre, je sais que tu as toujours un petit œil sur les stats. Est-ce qu'il y en a une qui peut peut-être illustrer ces propos là sur le MHR qui sort, on va dire, un petit peu la tête de l'eau? Mais il y a du positif du côté du MHR, entre guillemets seulement 10 fautes aujourd'hui, 92% de réussite au plaquage, c'est, moi je pense, très positif pour cette équipe de Montpellier. Et puis moi je regarde toujours un peu les touches, je trouve que c'est un bon révélateur de la cohésion d'une équipe et de l'état d'une équipe, et aujourd'hui c'est un 15 sur 16 en touche, ce qui est extrêmement positif. Donc voilà, moi je souligne comme Johan, eh bien cette progression de cette équipe du MHR qui solidifie un petit peu cette équipe. À voir après, la question c'est où est-ce que ça peut les mener. Là, pour le coup, j'ai pas encore la réponse, moi. Ouais, mais après, c'est vrai que c'est tellement serré quand même le classement là, quand on voit entre le 9e et le 4e, et le 5e, il y a 7 points d'écart. Enfin, c'est pas non plus. Au milieu du classement, c'est vraiment compliqué entre à ce qu'on voit ce soir avant les matchs qui restent, entre vraiment la 3e place avec La Rochelle, parce que on attend le résultat de Bordeaux ce soir qui a un match en moins, et puis honnêtement la 10e. Ah ouais. Il y a 9 points d'écart, franchement, c'est quand même particulier. Ouais. Est-ce que la situation de Pau, le battu du jour justement par Montpellier, vous inquiète? On a eu tout à l'heure un supporter palois il y a quelques minutes Pierre-Louis qui nous expliquait qu'il y avait eu un peu un manque de combativité. Alors certes, il y a des blessés, mais est-ce que ça vous inquiète, Philippe? Oui, un peu. Ouais, ça m'inquiète un peu parce que c'est vrai que ils sont passés à côté. Ils ont laissé quelques points en route importants cette saison, notamment à domicile.
Et là, on a manqué de caractère collectif du côté de Pau quand même, parce que la situation est un peu compliquée. Donc cette équipe, pour moi, la saison dernière, elle s'était rassurée. Les jeunes joueurs qui avaient eu du temps de jeu il y a 2 saisons, cette année compliquée où le club avait tenu bon jusqu'à la fin en donnant du temps de jeu à ces jeunes, etc. Ils ont eu les fruits de ça la saison dernière. On attendait quand même Pau plutôt haut cette année, puisque la saison dernière, ils loupent quand même, je crois, la dernière ou la 20e journée, le top 6. Ils ont densifié leur effectif. Et donc, on attendait autre chose. Donc oui, c'est un peu inquiétant parce que quand on regarde en bas du classement, bon, il n'y a pas d'électrochoc du côté du Stade Français pour l'instant, et pour Vannes, c'est un peu compliqué. Mais cette course entre le maintien et puis la descente directe, elle se joue pour l'instant à 3, quoi. Philippe, Elle se joue à 3. Victoire du Stade Français et victoire de Vannes, il y a vraiment une possibilité que Pau soit lanterne rouge ce soir. Hein. Enfin, demain soir, pour le coup. Oui, mais quoi qu'il arrive, au-delà de ce qui va se passer ce soir, quand on regarde un peu ce qui se passe en termes de dynamique collective là dans les équipes, sur le bas du tableau et la bataille pour le maintien et encore une fois la place de 13e synonyme de barrage, elle va se jouer pour l'instant à 3 entre Vannes, Stade Français et Pau. Et déjà, quand tu es dans cette situation-là, c'est compliqué parce que la pression n'est pas du tout la même. Et je dis pas que Pau va descendre. Par contre, il y a des messages quand même qui sont envoyés. On voit que Théo Atisogbe est désormais vraiment intéressé. Enfin, que le staff s'intéresse beaucoup à lui de l'équipe de France. Emilien Gailleton, il est sur les feuilles de match. Combien de temps vont-ils rester à la section paloise si c'est pour jouer le maintien? C'est une vraie question. A priori, qui va être d'actualité à Pau. Hein. Ouais, ce sont des vraies questions, mais de toute façon, Pau a compris, je crois, et Bernard Ponneau nous l'avait dit souvent, que son modèle et sa viabilité passait aussi par la formation. Donc je pense que il faut accepter aussi à certains moments que les joueurs que tu as formés, qui ont explosé chez toi, je pense à Gaëtan, à Tissogbe, etc., un jour tu les perdes. Et si tu arrives éventuellement à les revendre en cours de contrat et à te rémunérer sur le travail de formation, c'est encore mieux. Mais il y a quand même de fortes probabilités que ces joueurs-là aillent voir ailleurs, que ce soit financièrement parce que des clubs auront plus de moyens et aussi par la volonté peut-être de s'assurer de jouer au moins des phases finales. C'est le cas de Bayonne. Bayonne, il y a quelques années, perdait ses meilleurs éléments. Olivon, Ituria, qui partaient, et aujourd'hui ils reviennent parce que ils ont des fondations solides, ça fonctionne, leur modèle marche. Mais aujourd'hui, sportivement, dans l'effectif de Pau, ils font venir il y a eu des gros joueurs, hein, Slade, Conrad Smith, mais on a l'impression que c'est toujours ça se prépare. Depuis 3 ans, ça se prépare. Il y a eu les jeux il y a 2 ans. N'avance pas. Ouais, on a l'impression qu'ils stagnent, ce projet. On n'a pas de. Alors oui, ils sont passés à côté, mais la saison de Pau l'année dernière n'était pas linéaire. C'était compliqué d'aller chercher. Ils sont arrivés à bout de soupe. Mais j'ai pas l'impression de les voir progresser d'année en année, de voir ce projet éclore. Voilà, c'est quand tu les vois la performance aujourd'hui contre Montpellier, il y a pas grand-chose. Hein. Mais le projet club, il se développe et les bases sont vraiment saines. L'équipe dirigeante est bonne. Je te parle sportif. Je sais, mais c'est ce que je voulais dire. C'est-à-dire qu'il y a ce décalage où vraiment les bases du club sont saines. Et c'est vrai qu'avec les promesses un peu de la saison dernière, encore une fois, ils n'ont pas eu de trou dans la raquette sur l'effectif cette année. Ils perdent pas de joueurs cadres. Leur recrutement est plutôt stratégique. Ils n'ont pas trop de blessés pour l'instant majeurs. Donc on se demande un peu comment ils se retrouvent là quelque part, parce que ils ont su faire des belles performances en début de saison, donc s'assurer d'avoir le niveau qu'ils ont su avoir la saison dernière. Et à côté de ça, il y a beaucoup trop de passages à vide depuis le début de la saison, et puis ça va coûter cher parce que le niveau est très dense. Ouais, mais effectivement, on est inquiet pour les Palois et on reprécise quand même qu'ils ont quand même beaucoup de blessés et d'absents en ce moment, et ça pèse aussi quand même sur, je pense, la qualité de leur performance, notamment celle d'aujourd'hui à Montpellier. Voilà, messieurs, on se retrouve dans un instant. On va revenir sur la victoire de Castres face à La Rochelle, une victoire un peu à 2 visages, et on va en parler avec un invité qui sera avec nous, Adrien Séguré. Allez, tout de suite. Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio.
Au cœur de la mêlée avec vous au 0826 300 300 avec toute l'équipe Sud Radio, Yoann Huget en tête, Philippe Spanghero bien sûr, et puis nous sommes tous là, on est ravis d'accueillir à notre micro Adrien Séguré, 3/4 centre du Castres Olympique, auteur d'un essai important cet après-midi face à La Rochelle. Adrien, bonsoir. J'imagine qu'il y a du sourire, mais quand même il y a eu ce que je disais, un Castres Olympique un peu aux deux visages aujourd'hui. Oui, bonsoir. Ouais, complètement. Les deux mi-temps, c'est simple. On fait une première mi-temps plutôt bien maîtrisée. On a réussi à mettre notre jeu en place. On a été très réaliste. Et puis la seconde mi-temps, beaucoup pénalisé. On n'a pas vu beaucoup la gonfle. Et voilà, donc on s'en sort bien, mais heureusement qu'on a pris le large, quoi. Yoann Huget, peut-être pour Adrien, voilà, avec j'imagine une petite question. Oui, salut Adrien, félicitations déjà pour la victoire. Salut. Parce que match de reprise à domicile, c'est jamais évident à gérer parce que l'équipe adverse vient sans pression, mais on a vu démarrer très fort le match. La mi-temps, qu'est-ce qu'il se dit pour avoir, je ne sais pas si c'est un relâchement ou si c'est vraiment les Rochelais qui ont mis leur jeu en place. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé à la mi-temps, c'est dans le vestiaire parce que c'était pas évident de tenir un score 28-3, je crois, ou autre comme ça. Ouais, c'est ça. Donc c'était pas évident. Pas évident de revenir en seconde période pour la gestion, en tout cas. On l'a vu. Hein. Ouais, non, c'était pas évident. C'est jamais évident quand tu prends un peu le large en première mi-temps, mais là, on s'était dit que, enfin, on savait que ça allait être dur et qu'on allait avoir un temps faible parce que La Rochelle arrive souvent à un moment dans le match à mettre son jeu en place. C'est jamais une équipe qui passe au travers pendant 80 minutes. Donc on voulait essayer de rester sur cette dynamique-là, scorer les premiers et pas être pénalisé. Et voilà, bon, on a vu qu'on a fait un peu tout l'inverse. Ils ont enchaîné direct, ils marquent à la 42e, je crois. Et ils ont réussi direct à nous mettre à mal. Nous, on a moins travaillé en défense. Donc on n'a pas forcément appliqué ce qu'on s'est dit. Puis il y a eu aussi les pénalités, quoi. Voilà, je pense qu'en première mi-temps, on en prend peut-être deux et eux une dizaine, et voilà, ça a été l'inverse en seconde mi-temps. Alors, ils étaient à 14 à la pause, hein, Adrien. Ils finissent à 17 les Rochelais, et vous finissez à 13 aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a énormément de fautes en seconde période. Je me posais la question, Adrien. On a vu qu'il y avait une possible prolongation là de Jack Goudiou. Elle est faite. Elle est faite pour Jack Goudiou. C'est vrai que c'est pas le centre, entre guillemets, je mets des gros guillemets, le plus sexy, le plus flashy du top 14. Mais il est très important sur l'essentiel du job. Qu'est-ce que ça fait de jouer avec un All Black à côté de vous, et qu'est-ce qu'il apporte à côté de vous, Adrien Séguré, Jack Goudiou? Ouais, c'est un super joueur. Il est très professionnel. En effet, c'est pas le mec le plus flashy, mais par contre, il est vraiment très rassurant. Il a un leadership un peu naturel, et défensivement, c'est un point d'ancrage, même en attaque. C'est un joueur très sûr. C'est le genre de centre vraiment régulateur que tout le monde aimerait avoir dans son équipe. On est très content qu'il reste avec nous pour 2 années. Il commence un peu à s'acclimater. Il a eu une première saison difficile. Là, il commence à s'acclimater, et moi, je me régale. J'apprends beaucoup au quotidien. Pour moi, c'est un régal, même si ça me fait forcément une concurrence féroce avec les deux internationaux fidjiens qu'il y a aussi. Mais franchement, je veux essayer de tirer le maximum au quotidien, et je le suis un peu tous les jours, quoi. Pour tout vous dire, mais on s'aime bien, et puis je parle un peu anglais, donc j'essaie de lui traduire un peu des fois parce qu'il n'a pas un français super. Voilà, mais il a 2 ans pour il a pour pas progresser. encore. Philippe Spanghero pour Adrien Séguré. Oui, Adrien, bonsoir, félicitations. On a eu un scénario un peu différent de ce dont vous nous avez habitués à Castres quand même. D'habitude, c'est plutôt des remontadas. Vous démarrez plutôt de façon poussive, et puis après, vous revenez dans les matchs. Là, c'est l'inverse. Donc, Alex le disait, c'est vrai que ce qui explique aussi le retour de La Rochelle, c'est votre indiscipline en deuxième mi-temps qui coûte cher, parce qu'il y a des pénalités, mais il y a surtout des cartons et les infériorités numériques qui sont bien utilisées par les Rochelais. Donc ça, quel est le travail particulier à faire? Parce que depuis le début de la saison, vous êtes quand même assez indiscipliné. Est-ce que c'est un focus que vous aviez pourtant avant le match spécialement ou pas? Non, pas forcément, parce que je trouve que cette année, on est déjà un peu mieux que l'année dernière sur la discipline, mais oui, sur ce genre de match, c'est sûr que là, on prend 3 cartons jaunes.
je pense qu'on est un peu chanceux quand même sur la fin de pas se retrouver dans une situation encore plus délicate. Non, je pense pas qu'il y ait forcément de choses à travailler. De toute façon, comme ce qu'il y a en temps normal, les rugs, voilà, je pense qu'on est pas mal sanctionné sur les rugs ce soir. Et c'est un point où on savait que l'arbitre était très vigilant sur ça, mais on n'a pas réussi forcément à s'adapter. Donc voilà, il faut être chaque semaine un peu vigilant au point peu de vigilance de l'arbitre. Et ce soir, je pense qu'en tout cas sur un mi-temps, on a eu du mal à répondre à ça. Alors on va voir, mais sur la moyenne de l'année, je pense qu'en discipline, on n'est pas si mal. Il faudrait que je regarde, mais toujours faire mieux. Ouais, mais en tout cas, en résultat, vous êtes bien 5e ce soir avec 27 points dans le top 6. On va dire que sur le plan comptable, tout va bien. Comment elle a été appréciée cette victoire face à La Rochelle, qui est quand même un des ténors du championnat dans le vestiaire là. Les coachs ont fait un discours. Enfin, comment ça s'est passé? Est-ce que vous l'avez fêté? Ouais, ça s'est soulagé parce que, comme on a dit, on n'est pas passé loin. Je pense à quelques faits de match près, on peut se faire encore plus peur, donc soulagé. Puis c'est un concurrent direct à la qualification, bien sûr. Donc c'est une victoire qui compte vraiment beaucoup dans notre saison. On reste invaincu. Les coachs étaient très satisfaits ce soir parce que si on retient que notre première mi-temps, elle avait quand même abouti. On a vu des bonnes choses. On a été réaliste et puis on fêtait aussi la 150e de Baptiste Laporte, donc très content qu'on fasse ce match-là pour lui aussi. Voilà, Baptiste Delaporte, 150e. Ouais, Alex. Non, mais je voulais revenir sur. Alors bon, c'était pas forcément prévu qu'on en parle ce soir. Donc je vous donne un joker, Adrien. Je voulais revenir sur votre. Voilà, je voulais revenir sur votre situation contractuelle. Jusqu'en 2026. Jusqu'en 2026, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a déjà une prolongation qui est dans les cartons? Est-ce qu'on commence à discuter? Parce que vous êtes très important pour cette ligne de 3/4. Vous pouvez évoluer à plusieurs postes en plus, Adrien. Est-ce que vous commencez à discuter avec la direction du club? Avec Xavier Sadourny. Ouais. Non, je vous avoue que pour l'instant, pour être sincère, non. Après, voilà, j'ai le sentiment que le club a envie de compter sur moi sur le long terme, mais je peux pas trop m'avancer sur ça. En tout cas, ce qui est actuellement l'état de la situation, c'est que moi je suis très bien et je pense que le club est satisfait de moi. Maintenant, on sait que ça peut changer vite dans ce monde-là, donc pour rester vigilant, je vais essayer de faire mes performances et d'essayer d'apporter au Castres Olympique le plus possible. Et puis, bien sûr que si moi j'ai la volonté de rester et s'ils ont la volonté de me garder, on va trouver un terrain d'entente à coup sûr, quoi. Mais je pense que c'est un peu tôt, ça va peut-être arriver, on verra. Et la promotion. Une dernière question, Adrien. Albi ou Castres? Formé Albi et joueur de Castres, donc je sais pas, je pose la question, on sait jamais. Le Tarn. Non, j'ai des copains qui ont pas été ravis quand j'ai signé à Castres, pour tout dire, mais Ouais. mais non, maintenant Castres, hein. Maintenant Castres en plus, non. J'ai joué à Albi en jeune, mais ça s'est pas forcément super bien fini. J'étais un peu déçu de pas commencer à Albi, donc moi, ça veut dire Castres pour l'instant. Et dernière petite question sur la promotion de Xavier Sadourny depuis le début du mois de novembre, on le sait, en tant que numéro 1 la saison prochaine. Vous le voyez dans ce rôle-là, parce que c'est pas forcément facile de passer d'adjoint à numéro 1. Peut-être pas dire non. Ouais, non, c'est une truffe. Je pense que ça va très mal se passer. Non, franchement, oui, on est très content de ce qu'il nous a apporté cette année. Beaucoup de précision. Il a apporté beaucoup de structure à notre jeu et de l'exigence au quotidien. Donc j'ai aucun doute sur le fait qu'il va réussir à remplir son rôle. Après, ça va être une autre mission parce que il va s'occuper encore des 3/4. Il va devoir aussi gérer un peu le management de toute l'équipe. Donc, mais je suis sûr qu'il est préparé et motivé pour ça. En tout cas, on va l'aider à ce que ça se passe au mieux, la transition. Et ben voilà, vous y allez avec ce petit passage. Vous allez voir Xavier et vous serez prolongé. Mais on lui coupe que la séquence où il dit c'est une truffe. Lui parlez jamais du raffut de Florian Ninard à la finale de Pro D2 2010, hein, parce que alors là, Ah ouais, non, jamais. Notez-le, vous lui dites Florian Ninard, La Rochelle-Lyon à Brive en 2010, je pense qu'il va s'en souvenir il va faire une drôle de tête. Ok.
Fais-lui la blague après avoir re-signé. Voilà, on va attendre Attends un peu quand même. On va attendre un peu. Bon, merci Merci, Adrien Adrien, Séguret, merci, Rémi. voilà, 3/4 du 4 olympique victorieux de La Rochelle aujourd'hui. À très bientôt sur l'antenne de Sud Radio. On se retrouve dans un instant. bientôt, merci. Les invités, bien sûr, se succèdent. Guy Novès sera avec nous pour parler de l'équipe de France dans un instant, dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio. Avec vous, au cœur de la mêlée, avec les amateurs de rugby, bien sûr, pour revivre tout le week-end rugby. On a parlé de top 14, on va parler du 15 de France, bien sûr, parce qu'on reçoit un invité exceptionnel. C'est Guy Novès, ancien manager du Stade Toulousain et de l'équipe de France. Bonsoir Guy. Oui, bonsoir. Merci Bonsoir à vous tous. Merci d'être avec nous en direct. Il y a Yoann Huget, bien sûr, autour de la table. Il y a Philippe Spanghero et bien sûr toute l'équipe, Alexandre Priam, Quentin Cabanis, qui sont là notamment. Guy, on va revenir avec vous sur la performance des Bleus. D'abord, la performance hier face à l'Argentine. Ça a été un succès, on va dire, où on n'a pas tremblé. Est-ce que ça a été pour vous, on va dire, la même sensation dès le début, lorsque vous avez vu ce match des Français face aux Argentins? Je crois que ça fait un petit moment que ça dure. Hein. C'est une équipe qui est servie par une génération extraordinaire, avec des joueurs qui peuvent changer de poste. On le voit au niveau de Thomas, qui le fait au Stade Toulousain, mais qui le fait aussi en équipe de France avec un certain brio. Donc des joueurs exceptionnels. Et hier, ils ont obtenu le résultat qu'ils méritent, c'est-à-dire un résultat sans appel. Alexandre, peut-être pour Guy. Ah oui, avec déjà, alors je me projette un petit peu sur le bilan de cette tournée, mais on a vu des choix un petit peu nouveaux de la part de Fabien Galtier, un management un petit peu nouveau, avec des statuts qui étaient peut-être un poil moins solides, ce qui a impliqué aussi plus de joueurs. Est-ce que ça a fonctionné selon vous, Guy ? Ben écoutez, il y a 3 matchs. Un match contre le Japon avec un écart de points incroyable. 57 points, je crois, de mémoire. Après ce match un petit peu compliqué contre des Blacks qui sont des Blacks, qui sont des All Blacks, mais finalement ils prennent une pénalité à 3 minutes de la fin, alors qu'ils peuvent que l'on perde de 4 points, c'est pareil. Donc je pense qu'ils auraient pu aller en touche, mais ça dénote un petit peu le vivier actuel de l'équipe de France. Et puis non, mais je crois, pour en revenir à votre question, je pense que Fabien Galtier est en train de réaliser que ce qui se fait, le jeu debout, les prises d'initiative, etc. Je pense que c'est quelque chose qui paye à très haut niveau, et on le voit au niveau du Stade Toulousain, quelle que soit l'équipe alignée. Et je pense qu'aujourd'hui, que ce soit, il choisit encore une fois dans un vivier très intéressant, avec effectivement une adaptation à ce rugby actuel, qui est un rugby de mouvement. Il y a quelques critiques, entre guillemets, pas critiques, mais en tout cas réserves sur le jeu offensif du 15 de France. Guy, est-ce que toi tu partages ces critiques ou elles te semblent superflues? Bah écoutez, quand on s'occupe d'une équipe, je ne vais pas faire l'avocate de Fabien Galtier et ses collègues, ses confrères, mais c'est vrai que on joue beaucoup sur on voit l'équipe de France jouer beaucoup sur des rondes de récupération, jouer beaucoup avec une excellente défense, ce qui est le cas encore une fois d'un certain niveau de certaines équipes. Et il y a une équipe pas très loin de chez moi. Donc Fabien Galtier aujourd'hui réussit avec encore une fois des joueurs incroyables. Ce joueur Biel Varé de Bordeaux, c'est fait d'initiative. On tape au pied, on suit, on marque. C'est quand même. Alors qu'il y ait des critiques, il y aura toujours des critiques. On n'est jamais d'accord avec ce qui se fait, mais ça gagne, et quelque part, quand on gagne, on a souvent raison. Yoann Huget, avec Guy Novès, quand même, est-ce que tu as toi aussi ces réserves-là? Est-ce que tu les partages ou pas? Oui, on peut que partager l'avis de Guy. Il a raison. Mais après, là où il a changé un peu son fusil d'épaule, j'ai l'impression, Fabien, c'est sur
le management au sein de l'équipe où il n'a pas peur de faire tourner. On avait l'habitude d'avoir une équipe qui commençait une tournée et qui la finissait, mis à part une blessure. Et là, on sent qu'il a remis de la compétition en interne et c'est très bien pour le groupe, j'ai l'impression. Ça crée une émulation et voilà, on sent des joueurs un peu plus concernés déjà en défense. Ils montent très fort, très bien. Ils peuvent s'appuyer là-dessus. Après, sur le jeu d'attaque, c'est sûr que, comme le disait Antoine Dupont aussi en conférence, ils sont à 80% de ce qu'ils peuvent faire. Ça manque de consistance sur toute une durée de match. On peut pas. Ils vont monter en puissance pour le tournoi, je pense. Ouais, ça promet, Philippe. Pardon, ouais, on peut faire une analyse globale, mais malgré tout, c'est quand même pas mal d'individualiser aussi les performances. C'est vrai que la critique comme ça, froide, après 3 matchs, les scénarios sont tellement différents. Contre le Japon, c'était une remise en route, et puis sans me faire offense aux Japonais, il n'y avait pas l'opposition non plus pour permettre de travailler sereinement. Et puis, malgré tout, les joueurs sont restés concernés, et si c'était brouillon, ben, le résultat est là. Contre les Blacks, on n'a pas eu le ballon, enfin beaucoup moins qu'eux, donc forcément c'était quand même plus compliqué. Puis on a été quand même en difficulté beaucoup dans la dimension physique en première période, et donc on a joué les ballons de contre-attaque avec beaucoup de réalisme qu'on a eu à jouer. Et contre les Argentins, on a pris le score quand même assez vite. Moi j'étais surpris, je pensais que ça allait être plus compliqué que ça en voyant le match des Argentins contre l'Irlande la semaine dernière. Et donc finalement, ça a déroulé. Et je crois les Français ont mis leur jeu en place. Donc moi, je trouve qu'elle est un peu dure, la critique quand même à l'issue de la tournée. Oui, non, mais j'ai pas dit critique, c'était pas le bon mot, c'était réserve, mais en tout cas. Oui, non, mais ouais. il faut qu'il y en ait quelque part, parce que franchement, quand on fait le bilan, 3 victoires, notamment une contre les Blacks qui reviennent de très loin, match hyper maîtrisé contre l'Argentine. Bon, si on se contente de ça et qu'on se dit tout va bien, vite le tournoi parce qu'on va le gagner, ben on se met pas dans les meilleures conditions. Ça, je pense que Guy le sait mieux que nous, mais c'est justement un peu dans l'euphorie et dans la victoire qu'on peut aussi être un peu plus dur et exigeant. Donc forcément qu'il y a des choses à revoir, mais globalement, c'est quand même une vraie réussite. Ah, c'est clair. Guy, est-ce qu'il y a des talents là, justement, on a parlé de la régénération un peu de l'effectif, ou en tout cas des nouveaux visages qu'on a vus et à qui Fabien Galtier fait confiance. Est-ce qu'il y a des nouveaux qui t'ont plu ou qui ont suscité ton intérêt? Ben, écoutez, des nouveaux ou peut-être des anciens qui ont été excellents. Thomas qui a passé de 15 en 10, Thomas Ramos qui a fait quand même une prestation de très haut niveau. Biel Barré qui est incroyable en termes de... C'est dur de jouer un ailier. Johan ne me contredira pas, mais jouer un ailier qui va très vite, qu'il soit gaillard ou pas gaillard, quand il va très vite, c'est très compliqué pour s'en défaire. Hein. Donc, mais Afou a mis, enfin, notamment contre les All Blacks, a mis des séances de défense extraordinaires. Certains qui ont confirmé un petit peu ce qu'on pensait d'eux, d'autres qui ont été essayés contre le Japon. Non, je pense que Fabien Galtier est en train, enfin, du moins lui et son staff sont en train de préparer l'avenir de l'équipe de France en faisant effectivement, en donnant la chance à certains de s'exprimer, de se voir, d'être vus. Mais encore une fois, le fil conducteur, ça reste quand même une énorme défense. C'est-à-dire des joueurs très très concernés et au niveau technique, collectivement, on sent que l'équipe monte systématiquement. On les a vus contre les All Blacks. On avait l'impression, enfin, quand je vois les Blacks, pour les avoir joués en tant que joueur et les avoir joués en tant qu'entraîneur, quand je les vois reculer défensivement jusqu'au moment où à 45 mètres on tente un drop, c'est pas les All Blacks qu'on a connus. Voilà. Et ça, c'est quand même lié à l'efficacité de tous les joueurs de l'équipe de France, et même si certains ont marqué des points, je pense. Après, j'ai pas envie de donner de nom parce que c'est pas mon style. Johan. Oui, je suis là. Ouais. Les noms.
Non, là, juste mon point d'interrogation, c'est sur la paire de centre. Si je peux me permettre, voilà, j'ai l'impression que le rouage, est-ce que cette paire de centre-là, elle est complémentaire? Moefana, je sais pas s'il a du mal à, voilà, à prendre ce rôle-là, mais ouais, soit il est un peu discret, soit c'est juste le seul bémol de cette tournée. Non, il a quand même, d'un point de vue de la statistique, déjà, il est quand même passé à côté de son match contre les Blacks parce que je crois qu'il fait un 6 sur 13 au plaquage. Il coûte quand même cher défensivement sur le match. Et c'est vrai que 6 sur 11. Et on a vu un manque, en effet, d'affinité avec Gaël Fickou. Il y a pas mal de finisseurs aussi, je trouvais. C'est plus difficile de les retenir, mais moi, je trouve que Guillard a fait des très bonnes rentrées à chaque fois. Boudin a commencé finisseur, il est devenu titulaire. Boudin a commencé finisseur et voilà. Ça va être intéressant d'ailleurs quand Jelon, qui était quand même un des éléments de base du dispositif de Fabien Galtier, sera revenu à son meilleur niveau parce que c'est quand même des profils assez similaires. Mais Boudin a marqué beaucoup de points. Et moi j'ai une petite question de débat pour Guy et Johan, ça concerne Thomas Ramos parce que de tête, je sais pas si au niveau mondial, on va dire dans les équipes qui prétendent au top 5 voire au top 3 mondial, on sait à quel point la charnière est importante. Il y a un 10 qui peut s'installer comme le 10 titulaire de l'équipe nationale et qui joue pas à ce poste en club. Mackenzie? Non, je sais pas. C'est le premier nom qui me vient de... Ouais, mais il joue quand même régulièrement aux deux postes en club. Oui, mais Thomas aussi joue régulièrement. J'ai pas envie de dire régulièrement, mais se retrouve quand même souvent à l'arrière, évidemment, mais quelquefois à l'ouverture. Donc a quand même des repères très importants avec le Stade Toulousain. Donc non, et après des automatismes avec Antoine qui sont évidemment traités rapidement, vu le talent de l'un et de l'autre. Il n'y a vraiment pas de problème de ce point de vue-là. Guy, moi j'ai une question au manager que tu as été, mais Romain Ntamak a repris aujourd'hui, on imagine qu'il va monter en puissance, le tournoi c'est le 31 janvier. Que va faire et que ferais-tu si il faut choisir entre Ramos ou Ntamak en 10 au moment d'attaquer le tournoi? Mais si Romain revient à son meilleur niveau, je pense que effectivement Thomas pourra rejouer arrière et Romain jouera à l'ouverture tout simplement. Et je crois qu'il n'y a pas de discussion par rapport à ça. Ou alors il faut avoir trouvé un super arrière, que ce soit Léo Barré ou Buros, enfin puisque les essais ont été faits. Donc mais aujourd'hui, Thomas, que ce soit par le jeu au pied, de déplacement, que ce soit le jeu au pied dans le tir au but, que ce soit le jeu à la main ou que ce soit sur son investissement défensif, est quand même un joueur de grand talent à l'heure actuelle. Et l'associer à Antoine Dupont, évidemment, ça fait une charnière très très compliquée à jouer. Mais voilà, moi ce que je ferais, j'attendais de voir effectivement que Romain revienne à son meilleur niveau et effectivement d'ici janvier on devrait avoir un Romain Ntamak en pleine possession de ses qualités. Le regard de Johan peut-être sur ce débat. Non mais il a raison Guy, parce que le poste d'arrière c'est là où il y a eu un peu de turnover sur cette tournée. On peut imaginer que Thomas a fait déclaration comme quoi il préférait jouer à l'arrière. Voilà, si Romain revient à son meilleur niveau, tout le monde reprend sa place et la colonne vertébrale de l'équipe de France sera encore plus renforcée avec 9, 10, 15 qui se connaissent et qui ont l'habitude de jouer ensemble. Ça peut faire encore des dégâts. Là, vous condamnez tous Mathieu Jalibert. C'est terminé pour Mathieu Jalibert. Il est plus dans la... On n'a pas eu besoin de ça pour le condamner. Enfin, la tournée parle d'elle-même. C'est pas nous qui avons choisi de faire l'équipe, mon cher Alex. Là, il s'est bien condamné tout seul aussi. Après, si je peux me permettre, on n'a pas discuté de Mathieu Jalibert, effectivement, mais ça n'empêche pas que Mathieu a un talent impensable. Il a un énorme talent, mais après, moi je ne le connais pas suffisamment pour savoir si effectivement, en interne, tout se passe très très bien. Mais de l'extérieur, il donne l'impression d'avoir un énorme talent, tout en étant peut-être différent, complètement différent d'un Romain Ntamak ou d'un Thomas Ramos.
Ouais, elle vous a surpris, Guy, la communication justement autour, là un peu cette polémique qui s'est créée autour de Mathieu Jalibert, qu'on dise que ce soit lui qui veut revenir en club. Écoutez, moi j'étais en déplacement à l'époque, j'avais été invité en Australie, où l'équipe de France jouait la petite finale à l'époque, c'était en Coupe du Monde en Australie, et Yannick Bou était le capitaine, et Fabien Galtier avait demandé à l'époque, c'était Bernard Laporte qui était entraîneur, il avait demandé à rentrer en France, il n'avait pas joué la petite finale, et donc il est rentré, on l'a autorisé à rentrer, donc quand on a fait soi-même ce genre de départ, je crois qu'on ne peut que l'accepter de la part d'un garçon comme Mathieu Jalibert. Philippe, peut-être réaction sur ce point, et même, on va dire plus largement, revenir peut-être sur le petit débat, entre guillemets, Ramos-Ntamak après. Bon, on a parlé déjà lundi dernier du cas Mathieu Jalibert. Moi, je trouve qu'en fait là le problème c'est que il pâtit Mathieu Jalibert sur le cas dont on parle là et cette tournée de petits faits d'avant qui laissent penser qu'il n'a pas forcément un super comportement collectif vis-à-vis notamment des joueurs avec qui il partage de temps en temps l'équipe de France. Donc je pense que peut-être vis-à-vis de ce passif, il n'y a pas une volonté non plus très exagérée de le protéger. Voilà, donc exactement ce qui s'est passé, de quelle façon il a formulé sa volonté de partir. Moi, je l'ai dit lundi, ce que j'en pensais, on n'était pas d'accord avec Johan. Si lui exprime son besoin de partir, que Fabien le dise, ça ne me choque pas. Je trouve que l'équipe de France, elle appartient un peu à tout le monde. On essaie de préserver les équilibres, mais un joueur qui décide de lui-même de quitter le groupe alors qu'on veut le garder... Après, on sait pourquoi il veut partir aussi, Philippe. C'est parce que mais on s'en fout du pourquoi. Il dit la semaine avant, c'est un problème de talent entre Ramos et Jalibert. On en a parlé lundi, et ça je l'ai dit, je trouve que celle-ci, s'il y a quelque chose à reprocher à Fabien dans sa communication, c'est plus celle-là, parce que là, c'est quand même gratuit, et il y avait plein de façons de justifier le choix de Thomas Ramos, la complémentarité avec Antoine Dupont, une forme de sécurité, et malgré tout, et ça n'a rien contre Mathieu Jalibert, mais il a eu l'occasion quand même de prendre le numéro 10 souvent parce que malheureusement Romain Ntamak a été beaucoup blessé. On a ce débat là aussi parce que j'ai pas l'impression que Mathieu Jalibert il ait vraiment pris sa chance en équipe de France. Il y a des joueurs qui ont eu l'opportunité de jouer, qui ont pris le maillot. J'ai pas l'impression que Mathieu Jalibert se soit vraiment installé aussi quand il a eu l'occasion de le faire. Guy, pour le mot de la fin, peut-être. Non, mais pour le mot de la fin, moi je ne vais pas m'exprimer sur ce cas-là, parce que je n'aime pas trop parler de être critique vis-à-vis des joueurs, vous le comprenez bien, mais c'est vrai que, encore une fois, le talent individuel de Mathieu n'est pas à remettre en question, son talent collectif est peut-être un petit peu différent de celui des autres. Voilà, le fait de faire jouer les autres et de se mettre au service des autres, c'est peut-être ce qui est peut-être reproché à l'heure actuelle par rapport à Thomas Ramos ou Romain Ntamak. Bon, mais en tout cas, on a apprécié, Guy, de t'avoir avec nous, et voilà, ton point de vue sur tout ça, et surtout, on a apprécié ce 15 de France aussi pendant ces 3 semaines qui nous a fait quand même vibrer avec 3 belles victoires, et notamment cette dernière 37-23 face aux Argentins. Merci Guy Novès d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. On se retrouve très vite, voilà, et c'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Guy. À bientôt. Merci à vous tous. À bientôt. Salut Guy. Salut Guy. Allez, on se retrouve dans un instant. Voilà, bien sûr, pour continuer, pour projeter même vers notre prochain match. Un petit qui je suis, puis un petit Van Uwe aussi, sur lequel on se projette quand même. Singing in the rain, to Van. Allez, à tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, au cœur de la mêlée, François Trio. Dans une heure, Van UBB pour poursuivre cette 10e journée de Top 14, et on va aller prendre la température du côté de la Rabine avec Laurent Depré qui sera notre commentateur, notre envoyé spécial. Salut Laurent. Voilà, on dit qu'il fait beau plusieurs fois par jour en Bretagne. Est-ce que c'est le cas ?
Écoute, il a fait très très beau jusqu'à 19h23 Ah oui. et à 19h24, écoute, il y a un nuage qui passait, il s'est déversé. Il s'est légèrement refermé, mais il est en train un peu de se dégoûter et il a promis de revenir. Voilà. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que le vent annoncé il y a encore 2 jours de plus de 50 km/h avec des rafales à 70-80, et lui, il est absent, il n'est pas là. Voilà. Bon, voilà. Mais Jalibert est là, par contre, avec l'UBB, pour défier les Vantais qui sont 14e. Et dernier, effectivement. Et je peux te dire une chose, beaucoup de supporters auraient préféré avoir, et évidemment que Jalibert soit pas là, mais comme on peut rien faire, ils auraient préféré ce qui est le vent quand même, parce qu'ils se disent que ça aurait peut-être perturbé la petite merveille de l'attaque bordelot-béglaise. Bon, merci en tout cas Laurent. On se retrouve tout à l'heure. Voilà pour ce match qu'on va vivre en direct en intégralité. Vannes UBB, un des gros chocs, voilà, choc des contrastes entre le 14e et le 2e de ce top 14. À tout à l'heure, Laurent. À tout à l'heure. Et Alexandre, il y a Johan, il y a Philippe, il y a forcément une façon de les départager. Exactement. Il y a un qui je suis pour tous les trois. Ça est donc un qui je suis en un seul joueur. Hein. Donc c'est express. Ah là là. Et il y aura des déçus. Et arrête suis né à Perpignan. arrête ton côté exotique là. Ah là, c'est pas exotique. C'est un joueur de l'équipe de France qui a joué en équipe de France 2 sélections en 2010. Je suis né à Perpignan en 1985. J'étais formé à Perpignan de 2006 à 2013. Philippe. Jérôme Porical. Oh oui. Non. Je suis ensuite allé du côté de Leicester, aux Tigers. J'ai fait 2 matchs. Oui. David Mellet. Non. Clément Je suis Jet. ensuite parti à Tarbes. Clément Jet. Nicolas Durand. Non. Je suis ensuite allé à Tarbes durant 2 saisons avant d'aller à Bayonne 2 saisons aussi. Entre 2016 et 2018, François. j'ai terminé ma carrière à Anglette. Oui, François. La Rague. Non, je suis pilier. Pilier, Perpignan, Leicester, Tarbes et Bayonne. Oui. Ouais, je l'ai, mais j'ai plus le temps. Borust. Non. Mon prénom Non. c'est Jérôme. Ah, j'ai joué avec lui en plus. Ça, c'est la classe de dire ça dans un qui suit. Non. Philippe Schuster. Oui. Jérôme Schuster, victoire de Philippe Spanghero. Bon, c'est beau. De 2010. Jérôme Schuster. T'es sûr de toi, Alex? Ah oui. Ah, si Alex Jérôme a pas Schuster, les il a bonnes 2 infos. sélections en 2010. Je te l'ai dit, 2 sélections en 2010, aucun doute. Ouais, Johan Huget qui défie l'arbitre, ou en tout cas je le l'ai. maître du jeu. Bah ouais. Merci messieurs. Vannes UBB tout à l'heure. Et puis. Il y a pas de petite musique, personne me glorifie. Comment ça se passe? Bravo. On fait une page spéciale dans les vrais voix du rugby lundi. Allez, Merci. bonne soirée sur Sud Radio. Le rugby dans Bon une match, messieurs. Merci, messieurs.